C'est avec grand plaisir que je vous ai rejoint aujourd'hui et je vous ai rejoint en ma qualité d'ancien inspecteur général des affaires sociales, auteur avec Philippe Burnel il y a maintenant presque 5 ans d'un rapport sur l'interprétariat linguistique en santé, et c'est à ce titre-là que vous m'avez invité et c'est à ce titre-là que j'ai répondu. Je ne suis plus aujourd'hui à l'Inspection générale des affaires sociales. Je continue à effectuer des missions pour le gouvernement, mais dans le cadre de mon corps d'origine, qui est celui des directeurs d'hôpitaux que j'ai réintégré après l'IGAS. Il y a plusieurs éléments qui ont justifié cette lettre de mission signée par la ministre de l'époque. Le premier élément, c'est une croissance de la population allophone en France. La deuxième raison, c'est la prise de conscience par l'ensemble des acteurs de santé, que ce soit en médecine de ville ou que ce soit en milieu hospitalier, qu'il y avait tout simplement un enjeu de qualité des soins, des qualités de prise en compte et de prise en charge des patients allophones. Donc un enjeu d'égalité. Un enjeu de qualité, pardon. Ça s'est doublé d'un enjeu d'égalité de traitement, puisqu'il est apparu très vite que, à l'époque de la lettre de mission, les situations et l'offre de services étaient extrêmement variables sur l'ensemble du territoire national. Et qu'il y avait des zones très minoritaires sur lesquelles il y avait l'organisation d'une offre de services avec des bonnes conditions d'accès et de financement, mais que c'était loin d'être le cas partout. On pointe cet élément dans notre rapport parmi les zones pas d'excellence, mais en tout cas les zones les plus en pointe dans l'interprétariat linguistique. Il y avait la région Pays de la Loire, il y avait l'Alsace, avec des centres hospitaliers qui étaient mobilisés, avec des unions régionales de professions de santé qui étaient mobilisées, c'est le cas des Pays de la Loire, avec des ARS qui avaient construit des stratégies. Le secteur hospitalier était performant à Toulouse, par exemple, en région Midi-Pyrénées, mais sur l'ensemble, sur le reste du territoire, les situations étaient très incertaines. Et le recours, les possibilités de recours ne rentraient pas dans ce qui était offert aux professionnels de santé et aux patients allophones. Ce qu'on peut rajouter sur les éléments de contexte, c'est la prise de conscience d'un retard de la France par rapport aux autres pays, en particulier aux autres pays européens. Et aussi la prise de conscience d'un élément médico-économique, à savoir que lorsqu'on ne garantissait pas la traduction dans les relations de santé entre un patient et un médecin, on avait un risque de dégradation de la qualité des soins, on avait un risque de mauvais traitement ou d'incompréhension des traitements, et donc on augmentait le risque de rechute et au bout du compte, le coût, le surcoût pour le système de santé. Et cette idée-là était aussi, enfin ce constat-là était présent dans ceux qui ont rédigé la lettre de mission, c'était très clairement indiqué. Le premier constat qui était une évidence en 2019, c'est que cette question, qui est une question d'enjeu de santé, avait été prise en charge, grosso modo une dizaine d'années avant, par les acteurs de l'économie sociale, que vous représentez ici parfaitement. Donc ce sont des initiatives d'acteurs locaux, sensibilisés aux enjeux de l'interprétariat, relayés par des associations ou des acteurs de l'économie sociale, qui a commencé à être opérateurs sur cet enjeu d'interprétariat. C'est souvent le cas. L'histoire de notre système de santé en France, c'est une histoire où les premiers à répondre aux besoins
des populations, des besoins de santé, ce sont les associations, ce sont les mutuelles. Historiquement, c'est cela. Et ensuite, l'État intervient en complément ou en substitution des premiers acteurs qui ont été les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et pour l'interprétariat, on est exactement dans ce schéma. Donc ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat que nous avons fait au moment du déclenchement de la mission, c'est les inégalités. Les inégalités qui touchent les patients allophones, mais qui touchent aussi les professionnels de santé. Puisque travailler dans des conditions qui ne sont pas satisfaisantes, c'est aussi évidemment un élément qui pénalise les professionnels de santé. Donc une situation de grande inégalité, que ce soit sur le territoire national, mais aussi en comparaison de la France par rapport à d'autres pays européens. On donne le chiffre dans le rapport. Le coût de l'interprétariat en santé en 2019 est autour de 4-5 millions d'euros en France. Si, toute proportion gardée, on compare les dépenses avec par exemple la Suisse ou la Grande-Bretagne, ce qu'on avait regardé, on aurait dû être à 30 millions d'euros. Si on se compare par rapport à la Suède, on aurait dû être à 200, 250, 300 millions d'euros. Bon. La Suède est un cas particulier puisque c'est le seul pays, à notre connaissance en 2019, où le droit à l'interprétariat était un droit attaché à chaque personne. Donc il y avait un usage qui était quasi systématique et un recours des professionnels de santé qui était quasi systématique. Voilà, dans tous les cas, les écarts sont extrêmement importants et ils ne sont pas à l'avantage de la France. Donc situation d'inégalité. Le troisième constat, c'est à l'époque, je ne sais pas si ça a évolué depuis 5 ans, le fait qu'à part dans quelques zones où il y avait beaucoup de populations allophones, il n'y avait pas autour de l'interprétariat en santé, de la part des professionnels ou des acteurs associatifs, un véritable enjeu. Ce n'était pas quelque chose qui était rentré dans l'esprit des différents acteurs, parce qu'on se débrouillait comme on pouvait quand on avait une personne qui était allophone en face de soi. Donc, notre système de santé s'était satisfait jusqu'à ce moment-là d'un système qui était un système de débrouillardise, de bricolage. On nous citait énormément de situations avec des publics allophones, dans un établissement par exemple, ou dans un centre de santé, où on constatait que la personne ne parlait que sa langue d'origine maternelle, et on se mettait à la recherche, à l'intérieur de l'hôpital, de quelqu'un qui aurait été capable de... Et on allait chercher une secrétaire, un professionnel, n'importe qui, capable de faire l'interprète. Bon, voilà, donc c'était la débrouillardise, c'était du bricolage, c'était loin d'être sérieux, mais c'était la culture dominante à l'époque, sauf sur quelques régions, qui était particulièrement pointu sur les conditions de prise en charge. Alors, on a étudié différents scénarios, le scénario de la subvention directe aux structures qui emploient des interprètes. On a regardé des systèmes de subventions aux acteurs locaux, territoriaux, que ce soit les acteurs de santé ou les acteurs hospitaliers. Finalement, et sans aucune hésitation, on a conclu qu'il fallait mettre en place 2 systèmes de financement. Un système de financement pour les établissements de santé et un système de financement pour la médecine de ville. Pour les établissements de santé qui sont financés par les ARS sur différentes lignes de crédit, il y a des lignes de crédit qui s'appellent les MIC, les missions d'intérêt général. Donc la préconisation pour le financement des établissements de santé, c'était des financements via les ARS
à travers une MIG dédiée à l'interprétariat linguistique. C'est le meilleur système et en fonction de l'activité des établissements, les ARS financent, a priori ou a posteriori, peu importe, mais financent les établissements de santé sur leur activité. Pour la médecine de ville, on préconisait 2 mesures. Première mesure, une majoration de la consultation, qu'elle soit d'un médecin généraliste ou d'un médecin spécialisé. Le temps consacré à un patient allophone est supérieur au temps qu'on peut consacrer à un patient qui n'est pas allophone. Donc il faut prendre en compte cet élément. Sinon, si on ne le fait pas, on reste dissuasif de recourir à l'interprétariat. Donc il faut obligatoirement, c'est un élément essentiel, en particulier pour la médecine de ville, il faut qu'il y ait un élément de désincitation à ne pas avoir recours à l'interprétariat. Donc voilà, il faut avoir un financement qui incite à avoir recours à l'interprétariat. Et aujourd'hui, on est dans l'inverse, on est dans un système qui désincite à avoir recours à l'interprétariat. Donc ça, c'est une mesure essentielle pour la médecine de ville. Quant au financement de l'interprétariat, on proposait que ce soit le financeur habituel de la médecine de ville, c'est-à-dire la CNAM, qui dispose de fonds de prévention ou de fonds à caractère sociaux, et que ce soit sur ces fonds-là que le financement de l'interprétariat soit assuré avec un droit de tirage sur ce fonds pour permettre le financement de l'interprétariat. Donc 2 circuits financiers différents, mais qui tous s'appuient sur une logique de financement solidarité nationale. Que ce soit les MIG en milieu hospitalier, ce sont des financements qui sont inscrits dans les projets de loi de financement de la sécurité sociale et qui sont renvoyés aux ARS par les autorités ministérielles ou par la CNSA suivant les cas. Et pour la médecine de ville, un financement national via des fonds dédiés qui sont entre les mains de la CNAM. Voilà, on avait d'ailleurs à l'époque rencontré les dirigeants de la CNAM qui avaient souscrit à ce type de financement. J'étais tout à fait d'accord et ils considéraient que effectivement ça relevait de leurs fonds nationaux. Alors au-delà des préconisations de financement, le rapport, et c'est presque l'essentiel du rapport, fait des préconisations pour garantir la qualité et le bon usage de l'interprétariat. Alors, elles sont de niveaux différents, mais ce que l'on disait, premièrement, c'est qu'il faut certifier à la fois les institutionnels, associatifs, les entreprises qui emploient des interprètes. Il faut avoir des garanties sur les interprètes eux-mêmes, des niveaux de certification, de connaissance des langues, et puis d'appréhension de la relation, des interrelations qu'il peut y avoir entre un patient en situation de faiblesse et de fragilité quand on est patient par rapport à un médecin. Donc tout ça demande des formations, des qualifications, ça doit être reconnu à travers des certifications permettant de garantir le professionnalisme des acteurs interprètes. Il faut également, pour le monde de la santé, qu'il y ait des recommandations, et on confiait cette mission à la Haute Autorité de Santé, sur les bons usages de l'interprétariat. Il faut que ce soit normé, organisé, lisible et facile d'accès. Et une de nos préoccupations, de nos préconisations importantes, c'était justement celle-là, de dire il appartient à la HAS de déterminer un guide des bons usages du recours à l'interprétariat, de manière à ce que la règle du jeu qualitative, qui doit être qualitative, soit connue de l'ensemble des acteurs.
On indiquait également, ça fait référence à ce que je disais au début, la culture du bricolage, hein, à laquelle on a été confronté. Il fallait qu'il y ait un engagement politique ministériel fort autour de l'interprétariat et des manières d'y avoir recours. Donc ça veut dire des textes, ça veut dire un arrêté, un décret, une circulaire, quelque chose de clair, de précis, qui donne aux acteurs de santé la règle du jeu. La dimension financement en fait partie, mais la dimension qualitative aussi. Je crois qu'il faut rappeler que ce rapport a été rendu en 2019. Quelques mois après, notre système de santé rentrait dans la crise sanitaire du Covid qu'on a tous connue. Aujourd'hui, nous sortons des effets de cette crise sanitaire et je pense que le moment est venu de reprendre des enjeux de santé qui ont été mis entre parenthèses le temps de la crise sanitaire pour véritablement s'y pencher et apporter des réponses publiques. Voilà, et votre organisation est bien placée pour le faire. Hein, revenir vers les pouvoirs publics, c'était Agnès Buzyn qui était ministre à l'époque, aujourd'hui il y a eu d'autres ministres, d'autres gouvernements. Donc rappeler au gouvernement qu'il y a un rapport qui peut-être n'est pas si mal que ça, mais que ce serait bien de le mettre en œuvre, c'est peut-être le travail d'aujourd'hui de votre organisation.